Écoute, j'aimerais te parler de quelque chose qui m'a longtemps tourmenté, et je pense que ça va peut-être résonner en toi aussi. C'est cette sensation bizarre qu'on a tous connue à un moment ou un autre, tu vois, quand on sait parfaitement ce qu'on devrait faire, mais qu'une part de nous refuse catégoriquement de le faire. Pas par lâcheté, pas par paresse. C'est plus profond que ça. C'est comme si deux versions de nous-mêmes se battaient pour le contrôle, et qu'on était coincés au milieu, paralysés. J'ai passé des années à observer ça chez moi et chez les gens autour de moi. Des personnes brillantes, conscientes, qui savent exactement ce qui ne va pas dans leur vie. Ils peuvent te faire l'analyse complète. Te dire pourquoi ils devraient partir, changer de direction, couper certains liens. Les arguments sont tous là, bien alignés, irréfutables. Mais ils ne bougent pas. Ils restent figés dans une situation qui les consume, jour après jour. Et tu sais ce qu'on leur dit généralement? Écoute ton cœur. Ou au contraire, sois rationnel, ne te laisse pas guider par tes émotions. Comme si c'était aussi simple. Comme si on pouvait juste appuyer sur un bouton et choisir un camp. Mais la vraie vie, elle se déroule exactement dans cet espace inconfortable entre les deux. Dans cette zone grise où la raison et l'émotion se regardent en chien de faïence, chacune certaine d'avoir raison. Alors j'aimerais qu'on prenne le temps d'explorer ça ensemble. Pas pour te donner des solutions toutes faites, parce que franchement, je ne crois pas que ça existe. Mais pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment quand on se retrouve dans cette impasse. Parce que c'est là, dans cette compréhension, qu'on peut trouver la force d'avancer. Tu sais ce que j'ai remarqué? Les gens attendent. Ils attendent ce moment magique où tout va s'aligner à l'intérieur. Où un matin ils vont se réveiller et hop, miracle, le cœur et la tête seront enfin d'accord. Le signal passera au vert des deux côtés en même temps. Et alors, seulement alors, ils pourront bouger en toute sérénité. J'ai attendu ça aussi, pendant longtemps. Et je peux te dire une chose, ce moment n'arrive presque jamais. C'est une illusion qu'on se raconte pour justifier notre immobilité. Attendre que le cœur donne son feu vert, c'est souvent juste une façon élégante de ne rien faire du tout, une procrastination déguisée en sagesse. Alors regarde en arrière un instant. Pense au moment où tu as vraiment avancé dans ta vie, pas les petits ajustements du quotidien. Je parle des vrais tournants, ces décisions qui ont changé la trajectoire de ton existence. Combien de fois est-ce que tout était parfaitement aligné à l'intérieur? Combien de fois est-ce que chaque cellule de ton corps criait « Oui, on y va » avec enthousiasme? Je parie que la réponse est « presque jamais ». La plupart du temps, il y avait une part de toi qui traînait des pieds, qui aurait préféré rester dans le connu, qui avait peur, qui était attachée à l'ancien, qui n'était simplement pas prête. Mais tu as bougé quand même. Et c'est ça qui m'a fasciné quand j'y ai vraiment réfléchi. C'est le mouvement qui a créé la clarté, pas l'inverse. On nous a appris exactement le contraire, tu vois. On nous a dit qu'il faut d'abord savoir, puis agir, qu'il faut d'abord être sûr de soi, puis bouger. Mais dans les grandes transitions de vie, dans ces moments où on doit vraiment changer de peau, ça ne marche presque jamais comme ça. On bouge d'abord, souvent dans le doute et l'incertitude, et la certitude arrive après, en marchant. Voilà ce que je pense qui vaut vraiment la peine d'être retenu. Il y a quelque chose de profondément malhonnête dans l'attente du bon moment, parce qu'au fond, quand on est vraiment honnête avec soi-même, on sait déjà. La décision est déjà prise quelque part au fond de nous, mais on refuse de l'assumer tant qu'elle n'est pas validée émotionnellement. On attend l'autorisation de notre cœur, et le cœur, lui, il a ses raisons de résister. Il faut que tu comprennes ça, il n'est pas ton ennemi. Il est câblé pour la sécurité, pour le connu, pour ce qui a déjà fonctionné dans le passé. C'est littéralement sa fonction. Il nous a gardés en vie jusqu'ici, en nous attachant aux choses familières, en sonnant l'alarme face au changement. Donc évidemment qu'il va résister quand on veut transformer notre vie. Il fait exactement ce pourquoi il est programmé. Lui demander d'être enthousiaste face à un changement radical, c'est comme demander à un système d'alarme de se réjouir quand on ouvre la porte. Il est conçu pour sonner, pas pour applaudir. Et je pense que c'est là qu'on se perd souvent. On croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous parce qu'on ressent cette résistance. On pense qu'une personne vraiment équilibrée, quelqu'un qui aurait fait son travail intérieur, devrait avoir cette harmonie parfaite entre ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. C'est une fantaisie. Les humains les plus fonctionnels ne sont pas ceux qui n'ont jamais de conflit intérieur. Ce sont ceux qui ont appris à bouger malgré le conflit intérieur. Ceux qui acceptent que différentes parties d'eux-mêmes peuvent être en désaccord et qui avancent quand même. Tu sais, je suis aussi passé par cette période où je pensais qu'il fallait tout résoudre avant d'agir.
que je devais faire la paix avec chaque aspect de ma décision avant de la mettre en œuvre. J'attendais cette résolution intérieure totale. Et pendant ce temps, les opportunités passaient. Les situations se solidifiaient. Ce qui était une simple habitude devenait une identité. Je me transformais en la personne qui reste, pas par choix actif, mais par pure absence de mouvement. Alors voilà ce que j'aimerais que tu comprennes vraiment. Le cœur et la raison jouent dans des ligues différentes. Ils n'ont pas à être d'accord. Ils peuvent coexister en désaccord. Et on peut avancer quand même. Ce n'est pas de la violence envers soi-même. Ce n'est pas ignorer ses émotions. C'est juste reconnaître que différentes parties de nous ont des priorités différentes. Et que parfois, il faut faire un choix sur qui décide. Parce que certaines parties de nous sont en retard sur notre évolution. Elles vivent encore dans l'ancienne version de notre vie. Celle d'il y a 6 mois, 2 ans, parfois 10 ans. Et elles vont continuer à voter pour ce qui existait avant. Simplement parce que c'est ce qu'elles connaissent. Si on attend leur feu vert pour évoluer, on reste coincé dans une version périmée de nous-mêmes. Pense à une relation qui devait se terminer. Tu sais de quoi je parle. Cette relation où, rationnellement, tout est clair comme de l'eau de roche. Les schémas toxiques sont évidents, les incompatibilités criantes, le fait que ça ne mène nulle part est une certitude. Mais émotionnellement, c'est une tempête complète. L'attachement, les souvenirs des bons moments, l'habitude d'avoir cette personne dans ta vie, la peur de la solitude, l'espoir fou que peut-être, ça pourrait encore changer. Dans ces moments-là, attendre que le cœur soit d'accord avec le départ, c'est se garantir qu'on ne partira jamais. Parce que le cœur, lui, il se souvient du premier baiser. Il se souvient de ce dimanche matin parfait, de cette conversation qui avait duré toute la nuit, de tous ces moments où ça avait été bon. Il se nourrit de tous les peut-être et de tous les si seulement. Il vit dans un monde de possibilités qui n'existe que dans l'imaginaire. La tête, elle, peut voir le schéma global. Elle peut extrapoler les tendances. Elle peut se projeter dans 5 ans et voir exactement où ça mène si rien ne change. Mais le cœur n'a pas cette capacité. Il vit dans l'instant présent et dans le passé récent. Il ne fait pas de projection à long terme. Donc forcément, ces deux parties de nous ne vont jamais être naturellement synchronisées. Et tu sais quoi? C'est normal. C'est parfaitement normal. Alors voilà où ça devient intéressant. Il y a une différence énorme entre résoudre une tension et avancer avec elle. On peut partir d'un endroit toxique avec le cœur encore attaché. On peut changer de carrière en gardant une nostalgie pour l'ancienne. On peut couper des ponts avec des gens qu'on aime encore profondément. Ce n'est pas contradictoire. C'est juste profondément humain. Cette idée que tout doit être propre, résolu, pacifié avant d'agir, c'est une prison mentale. Et je pense que beaucoup d'entre nous y sont enfermés sans même s'en rendre compte. On attend cette paix intérieure parfaite qui n'arrive jamais, et pendant ce temps, notre vie stagne. Alors la vraie question, ce n'est pas « est-ce que mon cœur est d'accord ?» La vraie question c'est « est-ce que rester ici me construit ou me détruit ?» Parce que voilà quelque chose que j'ai appris à mes dépens. On peut aimer quelque chose qui nous détruit. On peut être profondément attaché à quelque chose qui nous empêche de grandir, de respirer, de devenir qui on doit devenir. L'attachement n'est pas un indicateur de ce qui est bon pour nous. C'est juste un indicateur de ce qui est familier. Et le familier, même quand il fait mal, même quand il nous étouffe, c'est rassurant d'une façon tordue. C'est connu. On sait comment naviguer dedans, même si c'est dysfonctionnel. Il y a un confort étrange dans la douleur prévisible. Le nouveau, même quand il est objectivement meilleur pour nous, il fait peur. Parce qu'on ne sait pas encore comment on va y survivre. On n'a pas développé les réflexes, on n'a pas les habitudes, on n'a pas les points de repère. C'est du vide, de l'inconnu total. Donc le cœur va toujours pencher vers ce qu'il connaît. C'est sa nature profonde, sa programmation de base. Si on attend son autorisation pour évoluer, pour transformer notre vie, on restera exactement là où on est, indéfiniment. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui se passe quand on commence à bouger malgré cette résistance interne. Parce que j'y suis passé, et je l'ai vu chez tellement de gens. Au début, c'est horrible. Vraiment horrible. Chaque pas donne l'impression de trahir une partie de soi. Il y a de la culpabilité, un doute qui ronge, une tristesse profonde. Le corps traîne comme s'il portait des chaînes. L'esprit trouve 1000 raisons de faire demi-tour, 1000 arguments pour dire qu'on fait une terrible erreur. Mais voilà le truc fascinant. Et j'aimerais vraiment que tu entendes ça. Si on continue à avancer malgré tout ça, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cœur commence à suivre. Pas immédiatement, bien sûr. Pas en un jour, ou même en une semaine. Mais progressivement, millimètre par millimètre,
Il se détache de l'ancien et commence à investir le nouveau. Parce que le cœur, aussi têtu soit-il, il est pragmatique au fond. Il finit par accepter la réalité quand on lui met le nez dedans assez longtemps. Tant qu'on reste physiquement dans l'ancienne situation, il peut maintenir l'illusion. Il peut continuer à espérer, à s'accrocher, à imaginer que ça va miraculeusement changer. Mais quand le corps bouge vraiment, quand l'action est réellement posée, quand on crée cette distance physique et temporelle, le cœur n'a plus le choix. Il doit s'adapter ou souffrir indéfiniment. Et c'est là que je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Le mouvement crée le détachement, pas l'inverse. On ne se détache pas d'abord pour ensuite partir confortablement. Non. On part et le détachement se fait en marchant, pas à pas, jour après jour. Les premiers kilomètres sont les plus durs, je ne vais pas te mentir. C'est là qu'on a cette envie presque irrésistible de revenir en arrière. C'est là que chaque souvenir devient magnifique, même les mauvais. La mémoire fait ce truc bizarre où elle idéalise tout ce qu'on a quitté. L'absence pèse plus lourd que la présence ne pesait quand on y était encore. C'est déroutant et douloureux. Mais il faut traverser ça. Pas le résoudre parfaitement, pas l'analyser jusqu'à ce que mort s'en suive. Juste le traverser, mettre un pied devant l'autre, et continuer à avancer même quand tout en nous hurle de faire demi-tour. Parce que de l'autre côté de cette phase, il y a un espace où on commence à respirer différemment, où les pensées obsessives s'espacent, où on se réveille un matin, et pour la première fois depuis longtemps, on ne pense pas immédiatement à ce qu'on a laissé derrière. Ce n'est pas qu'on oublie, ce n'est pas qu'on arrête de ressentir. C'est juste que ça prend progressivement moins de place. Ça devient une partie de l'histoire, pas toute l'histoire, une note dans la mélodie, pas toute la symphonie. Mais cette transformation, et j'insiste là-dessus, elle ne peut absolument pas se faire dans l'immobilité. Elle exige du mouvement, de l'espace, de la distance, du temps qui passe pendant qu'on est ailleurs. Tu vois, les gens qui restent coincés pendant des années dans le même schéma destructeur, ce n'est jamais par manque de conscience. Ils savent parfaitement ce qui ne va pas. Ils ont fait toutes les analyses possibles. Ils comprennent les patterns, parfois mieux qu'un thérapeute. Mais ils attendent que l'émotion valide ce que l'intellect sait déjà depuis longtemps. Et pendant ce temps, leur vie se consume dans cette attente sans fin. Il y a quelque chose de tragique à observer quelqu'un qui sait exactement ce qu'il devrait faire, mais qui reste paralysé parce que son cœur n'est pas prêt. Parce que voilà la vérité brutale, le cœur ne sera jamais prêt. Il n'est pas conçu pour être prêt au changement. Il est conçu pour maintenir le statu quo, pour garder les choses telles qu'elles sont, pour résister à toute perturbation de l'équilibre établi. C'est à la conscience, à cette part de nous qui peut voir plus loin, de prendre la décision finale. Pas au cœur. Le cœur peut avoir son vote, bien sûr. Il peut exprimer ses peurs, ses attachements, ses résistances. Tout ça est valide et mérite d'être entendu. Mais il ne devrait pas avoir le dernier mot sur des décisions qui engagent notre avenir sur le long terme. Parce que le cœur, il vit dans le maintenant et le passé proche. Il ne peut pas vraiment évaluer ce qui sera bon pour nous dans 5 ans, 10 ans. Il n'a pas cette capacité de projection à long terme. C'est comme demander à un enfant de 3 ans de planifier son régime alimentaire pour les 20 prochaines années. Il va voter pour les bonbons à chaque repas, et c'est normal. Ce n'est pas qu'il est stupide. C'est qu'il n'a pas la perspective, la maturité, l'expérience nécessaire pour prendre cette décision. Ça ne veut pas dire qu'on ignore ses besoins. Ça veut juste dire qu'on ne lui donne pas le contrôle total sur notre trajectoire de vie. Tu sais, il y a une forme de maturité qui consiste à accepter qu'on peut avancer même quand une partie significative de nous n'est pas d'accord, à arrêter de chercher cette unanimité interne impossible avant chaque décision importante. Parce que, dans les moments vraiment cruciaux de notre existence, cette unanimité n'existe tout simplement pas. Il y a toujours une part qui résiste, toujours. C'est la condition humaine. La question devient alors, est-ce qu'on laisse cette part minoritaire qui résiste dicter le mouvement de tout le système ? Ou est-ce qu'on avance en reconnaissant sa présence, en l'écoutant avec compassion, mais en ne lui donnant pas ce pouvoir de veto absolu sur notre vie? C'est une question de hiérarchie interne, tu vois. Qui décide en dernier ressort, quand toutes les voix ont été entendues? Pour beaucoup de gens, c'est le cœur qui a ce pouvoir ultime. Et tant qu'il dit non, absolument rien ne bouge. Même si la tête, l'intuition profonde, le corps dans ses manifestations plus subtiles, tout dit oui. Même si chaque indicateur objectif pointe dans la direction du changement. Mais pourquoi donner ce pouvoir final à la partie de nous qui est la plus ancrée dans le passé? À celle qui, par définition,
ne peut pas voir l'avenir. Ça ne veut pas dire devenir froid et calculateur. Ça ne veut pas dire couper ses émotions ou les ignorer. Ça veut dire reconnaître que les émotions sont des informations précieuses, pas des commandements qu'on doit suivre aveuglément. Elles nous disent quelque chose d'important, tu vois. Attention, il y a de l'attachement ici. Attention, il y a de la peur là. Attention, tu vas perdre quelque chose qui comptait vraiment. Tout ça est précieux à savoir, vraiment. Mais savoir que quelque chose va être difficile émotionnellement, que ça va faire mal, ne signifie pas automatiquement qu'il ne faut pas le faire. Parfois, souvent même, la bonne décision est précisément celle qui fait mal sur le moment. Et c'est là que tant de gens se perdent. Ils pensent que si c'était vraiment la bonne décision, elle serait facile. Elle se sentirait bien dans le corps. Elle coulerait naturellement, comme une évidence joyeuse. Mais les vraies transformations, celles qui changent vraiment le cours d'une vie, elles sont rarement confortables. Elles demandent de mourir à une version de soi pour en faire naître une autre. Et les morts, même symboliques, même métaphoriques, elles font mal. C'est dans leur nature. Quitter un job stable et bien payé pour tenter quelque chose d'incertain qui nous passionne vraiment. Mettre fin à une relation qui est devenue un cocon étouffant mais familier. Couper les ponts avec des dynamiques familiales toxiques qui nous ont façonnés pendant des décennies. Déménager loin de tout ce qu'on connaît pour recommencer ailleurs. Toutes ces choses peuvent être absolument nécessaires pour notre évolution et absolument douloureuses en même temps. Le cœur va hurler, il va supplier, il va proposer 1000 compromis pour éviter la perte. On peut juste rester encore un peu, non? Peut-être si on essayait autrement cette fois. Et si on attendait juste que l'été passe? Ce sont des stratégies de négociation pour éviter l'inévitable. Normales, compréhensibles, humaines, mais pas forcément à suivre. Il faut développer cette capacité étrange à entendre ces voix internes sans leur obéir automatiquement. À les remercier pour leur vigilance, pour leur protection, pour leur tentative de nous garder en sécurité, et à avancer quand même dans la direction qu'on sait nécessaire. Ce n'est pas de la violence envers soi-même, c'est de la direction consciente. Un parent qui emmène son enfant chez le dentiste malgré ses cris et ses larmes, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la responsabilité. L'enfant ne peut pas comprendre que cette douleur temporaire évite une douleur bien plus grande plus tard, que cette intervention désagréable maintenant préserve sa santé future. Parfois, on doit être ce parent bienveillant, mais ferme pour soi-même. Prendre la décision que notre part émotionnelle immature ne peut pas encore comprendre, mais qu'elle comprendra, plus tard, quand elle aura grandi dans la nouvelle réalité qu'on est en train de créer. Tu sais ce que disent tous les gens qui ont traversé de grandes transitions, sans exception? Si j'avais attendu d'être vraiment prêt, je n'aurais jamais bougé. Jamais. La préparation est potentiellement infinie. On peut toujours trouver une bonne raison d'attendre encore un peu, encore un signe du destin, encore une confirmation de l'univers, encore quelques économies, encore un peu de temps pour que les choses changent d'elles-mêmes. Mais à un moment donné, il faut sauter sans savoir exactement comment on va atterrir. Et c'est terrifiant, vraiment terrifiant, parce qu'on ne peut pas contrôler comment ça va se passer. On ne peut pas garantir qu'on ne va pas regretter. On ne peut pas être absolument sûr que c'était la bonne décision avant d'avoir vécu toutes les conséquences. C'est ça, le vertige du choix réel. Le vrai vertige, pas celui des films. Tant qu'on n'a pas choisi, tant qu'on reste dans l'indécision, toutes les possibilités restent théoriquement ouvertes. On peut encore imaginer que tout va miraculeusement s'arranger, que les choses vont changer toutes seules, que le problème va se résoudre sans qu'on ait à prendre une décision difficile et douloureuse. Mais choisir, vraiment choisir, c'est tuer toutes les autres possibilités. C'est accepter qu'on ne saura jamais ce qui se serait passé si on était resté. C'est vivre avec cette incertitude fondamentale, cette question sans réponse, qui restera pour toujours. Et le cœur, il déteste profondément ça. Il veut des garanties. Il veut savoir avec certitude que ça va bien se passer. Il veut la preuve que ce qu'on va gagner sera plus grand, plus précieux que ce qu'on perd. Mais cette certitude, elle n'existe jamais avant le saut. Elle se construit après, pierre par pierre, jour après jour. Il y a des moments dans une vie où tout ce qu'on peut faire, c'est parier sur soi. Parier sur sa capacité à s'adapter, à rebondir, à créer du sens et de la beauté dans le nouveau. Sans aucune preuve concrète que ça va marcher. Juste une intuition profonde, viscérale, que rester serait pire, que la stagnation serait plus dommageable que le risque du changement. Et cette intuition, il faut apprendre à lui faire confiance même quand absolument tout le reste hurle le contraire. Parce que ce n'est pas une intuition
émotionnel superficiel. Ce n'est pas un coup de cœur impulsif, c'est quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une connaissance qui vient d'un endroit qu'on ne peut pas complètement nommer ou expliquer rationnellement. Parfois, on sait juste. Même si on ne peut pas le justifier à un jury, même si tous les arguments rationnels semblent pointer dans l'autre direction, même si tout le monde autour pense qu'on est fou. On sait, au fond de nos os, dans notre ventre, dans cet endroit qui ne ment pas. Et ignorer ce savoir profond juste pour apaiser la partie de nous qui a peur, pour calmer le cœur qui résiste, c'est se trahir soi-même de la pire façon. Alors à quoi ça ressemble concrètement, dans la vraie vie, d'avancer quand le cœur refuse? Laisse-moi te le dire sans filtre. Ça ressemble à se lever un mardi matin et à prendre le téléphone pour avoir cette conversation difficile qu'on reporte depuis 6 mois. Pas parce qu'on se sent enfin prêt, pas parce que le moment est parfait, juste parce que c'est le jour qu'on a décidé, et qu'on s'y tient malgré la nausée. Ça ressemble à écrire cette lettre de démission même si les mains tremblent tellement qu'on peut à peine tenir le stylo. À la relire 10 fois en se demandant si on ne devrait pas attendre encore un peu, à pleurer dans la salle de bain, et à l'envoyer quand même, le cœur battant à tout rompre. Ça ressemble à emballer ses affaires dans des cartons, alors que chaque objet qu'on touche réveille un souvenir qui fait physiquement mal. À continuer à mettre un objet après l'autre dans les boîtes malgré les larmes qui coulent, malgré cette voix qui supplie d'arrêter. Ça ressemble à dire non à quelqu'un qu'on aime encore, qu'on aimera peut-être toujours d'une certaine façon, parce que cette relation nous empêche de devenir qui on doit devenir. Et à maintenir ce non douloureux et nécessaire, même quand ils insistent, même quand ils promettent de changer cette fois-ci, même quand ils pleurent et qu'on a envie de tout reprendre. C'est brutal, c'est dur. Ça donne l'impression d'arracher quelque chose de vivant de notre propre chair. Mais c'est aussi ça, grandir, véritablement. Grandir, ce n'est pas toujours léger et joyeux comme dans les livres de développement personnel. Parfois, souvent même, c'est lourd et douloureux. Parfois ça ressemble davantage à un deuil qu'à une célébration. Parce que c'en est un, en réalité. On fait le deuil de la version de notre vie qui ne sera jamais, de la personne qu'on aurait pu devenir si on était resté, de tous ces futurs possibles qu'on ferme en choisissant un seul, des possibilités qu'on tue en faisant un choix. Et ce deuil, on ne peut pas le faire avant d'avoir vraiment bougé. On ne peut pas pleurer une perte qui n'a pas encore eu lieu. Le chagrin vient après l'action, pas avant. C'est pour ça que toute cette attente d'être prêt émotionnellement est souvent une impasse, donc on avance. On pose un pied devant l'autre, même si c'est mécanique au début, même si on doit se forcer. On traverse ces premiers jours, qui sont absolument horribles. Ces premières semaines où on se réveille au milieu de la nuit, en se demandant si on n'a pas fait la pire erreur de sa vie. On traverse ces moments où on a envie de tout annuler, de revenir en arrière en courant, de dire « Pardon, c'était juste une blague, je reprends ma vie d'avant ». Et on ne le fait pas. Pas parce qu'on est particulièrement fort ou courageux, pas parce qu'on est sûr que c'était la bonne décision. Juste parce qu'on a décidé de tenir cette décision, de l'honorer. Quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, on se donne du temps. 1 mois minimum, 2 mois, 3 mois. Un temps suffisant pour que le corps et le cœur commencent à vraiment métaboliser le changement. Parce qu'ils vont le faire. C'est juste une question de temps et de constance. Le système humain est d'une adaptabilité incroyable, presque miraculeuse. On peut s'habituer à presque n'importe quoi, y compris, et surtout, à l'absence de ce qu'on pensait absolument indispensable à notre survie. Combien de fois on s'est dit qu'on ne pourrait jamais vivre sans quelque chose ou quelqu'un? Et combien de fois on l'a fait quand même, et on a survécu, et on a même fini par prospérer dans cette nouvelle configuration? La capacité d'adaptation humaine est vraiment phénoménale, mais elle ne peut se déclencher que si on lui en donne l'occasion. Tant qu'on reste physiquement et émotionnellement dans la situation, le système n'a aucune raison de s'adapter. Il maintient simplement le statu quo, même dysfonctionnel. Mais dès qu'on crée un vide réel, une absence concrète, une rupture effective, les mécanismes profonds d'adaptation se mettent en route. Le cerveau commence à recabler les connexions neuronales. Le cœur commence progressivement à réinvestir son énergie ailleurs. Le corps commence à trouver de nouveaux rythmes, de nouvelles routines, de nouveaux ancrages. Mais tout ça, absolument tout ça, demande ce mouvement initial. Cette première impulsion. Un objet au repos tend à rester au repos. Un objet en mouvement tend à rester en mouvement. C'est vrai en physique, c'est tout aussi vrai en psychologie humaine.
Le plus dur, de très loin, c'est le premier mouvement. Vaincre cette inertie massive. Passer de 0 à 1. Une fois qu'on est réellement en mouvement, continuer devient exponentiellement plus facile. Mais ce premier pas, quand absolument tout notre système crie de rester immobile, de ne surtout pas bouger, c'est là que tout se joue vraiment. Il n'y a pas de technique magique pour le rendre facile ou confortable. Il n'y a pas de formule secrète. Il y a juste la décision de le faire malgré tout. Malgré la peur. Malgré le doute. Malgré la résistance. Et peut-être, il y a aussi besoin d'une forme de foi. Pas nécessairement religieuse. Juste cette foi profonde que de l'autre côté de cette difficulté, de cette douleur temporaire, il y a quelque chose de meilleur qui attend. Même si on ne peut pas encore le voir. Même si on ne peut pas l'imaginer clairement. Même si on n'a aucune garantie. Parce que la vie d'après, celle qui vient après le changement, on ne peut pas vraiment la visualiser avant de l'avoir vécue. Elle n'existe pas encore dans notre référentiel d'expérience. On n'a pas les images mentales, les sensations corporelles, le vécu qui permettrait de l'anticiper vraiment. C'est un territoire complètement inconnu. Tout ce qu'on a, c'est la certitude grandissante que la vie d'avant ne fonctionne plus, qu'elle est devenue trop étroite, trop petite, qu'on y étouffe progressivement. Et parfois, c'est une raison suffisante pour partir. On n'a pas besoin de savoir exactement où on va. On a juste besoin de savoir qu'on ne peut plus, vraiment plus, rester là où on est. Le mouvement crée sa propre direction, tu vois. On commence à marcher, et le chemin se révèle pas à pas. On ne voit jamais très loin devant soi. Juste assez pour faire le prochain pas. Et puis le suivant. Et puis encore le suivant. Et c'est suffisant. Vraiment suffisant. Cette idée qu'il faut avoir tout planifié, toute la route parfaitement tracée, tous les risques calculés et les scénarios prévus avant même de commencer à bouger, c'est encore une façon sophistiquée de ne jamais partir. Parce que les grandes transitions sont, par leur nature même, incertaines. On entre dans un territoire inconnu. Par définition, on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout contrôler. Il y aura des surprises, des obstacles complètement imprévus, des moments où on se sentira complètement perdu, sans repère. C'est garanti. Ça fait partie du package. Mais il y aura aussi des découvertes magnifiques, des capacités qu'on ne se connaissait pas, des ressources intérieures qu'on ne savait pas posséder, des rencontres qu'on n'aurait jamais faites en restant dans l'ancien, des opportunités qui n'existent que dans le nouveau territoire. Et voilà ce que j'ai observé encore et encore. La vie a tendance à récompenser le courage. Pas immédiatement, pas de façon évidente ou spectaculaire. Mais sur le long terme, les gens qui osent bouger malgré la peur, malgré l'incertitude, finissent généralement dans des endroits beaucoup plus intéressants, plus vivants, plus alignés avec qui ils sont vraiment que ceux qui sont restés par sécurité. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait dans la nouvelle vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne regrettera jamais certains aspects de l'ancien. Ça veut juste dire qu'on sera en mouvement réel, en évolution constante, profondément en vie plutôt que juste vivant. Parce que rester dans une situation qui ne nous convient plus, qui nous comprime, qui nous empêche de grandir, juste pour éviter l'inconfort temporaire du changement, c'est une forme de mort lente et invisible. On continue à respirer, à manger, à dormir, à aller au travail. Mais quelque chose d'essentiel s'éteint progressivement à l'intérieur. Cette étincelle qui fait qu'on se sent vraiment vivant, présent, engagé dans sa propre existence. Elle ne disparaît pas d'un seul coup. Elle diminue graduellement, si graduellement qu'on ne remarque pas toujours le processus. On s'habitue à ce niveau réduit d'énergie vitale. On commence même à croire que c'est normal de se sentir comme ça, que c'est juste la vie adulte. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vie. C'est le prix qu'on paie, jour après jour, pour ne pas avoir bougé quand le mouvement était nécessaire. Et à un moment, pour certaines personnes, ce prix devient tout simplement trop élevé pour continuer à le payer. C'est là qu'on se retrouve parfois, au milieu d'une nuit sans sommeil, réveillé par cette urgence sourde qui dit « il faut que quelque chose change maintenant ». Cette sensation physique, presque douloureuse, que la vie est en train de passer, de défiler, et qu'on la regarde du bord de la route sans y participer vraiment. Ces moments de lucidité au milieu de la nuit sont incroyablement précieux, parce que c'est dans ces moments qu'on entend la vérité sans tous les filtres habituels du quotidien, sans les rationalisations sophistiquées, sans les excuses bien construites, sans les distractions constantes, juste la vérité brute, nue. Ça ne va pas, il faut bouger, vraiment bouger. Et puis le lendemain matin arrive, et souvent, on remet soigneusement tous ces filtres en place.
On se convainc que ce n'était qu'un moment de faiblesse nocturne, que tout va finalement bien, qu'on exagère, qu'il faut juste être plus patient, plus reconnaissant de ce qu'on a. Mais la vérité de 3 heures du matin, elle reste vraie à 9 heures du matin. On fait juste beaucoup plus d'efforts conscients et inconscients pour ne pas l'entendre, pour ne pas la voir, pour ne pas agir en conséquence. Alors écoute. Écoute vraiment cette voix qui parle dans le silence. Pas la voix qui panique sans raison. Pas celle qui catastrophise tout. Pas celle qui raconte des histoires dramatiques pour se sentir importante. L'autre voix. Celle qui est calme mais absolument ferme. Celle qui dit simplement ce qui est, sans jugement, mais aussi sans compromis possible. C'est elle qui sait. C'est elle, finalement, qu'il faut suivre. Même si le cœur hurle son désaccord. Même si la peur semble omniprésente et suffocante. Même si tout, absolument tout, semble aller dans la mauvaise direction au début. Parce que parfois, souvent même, la bonne direction ressemble d'abord à une catastrophe. On casse quelque chose qui fonctionnait plus ou moins. On crée du chaos là où il y avait au moins de l'ordre. On introduit une incertitude massive là où tout était au moins prévisible, même si douloureux. Et pendant un moment, ça va vraiment être le bordel complet. Mais j'aimerais que tu comprennes ça. C'est précisément dans ce bordel, dans ce désordre apparent, que la vraie transformation peut avoir lieu. Tant que tout est parfaitement rangé, bien contrôlé, complètement prévisible, rien de fondamentalement nouveau ne peut émerger. On reste coincé dans les mêmes schémas, les mêmes patterns répétitifs, la même vie qui se répète encore et encore. Le changement réel, profond, transformateur, il demande du désordre créatif. Il demande de casser délibérément l'ancien sans savoir exactement à quoi ressemblera le nouveau. C'est terrifiant pour la partie de nous qui a absolument besoin de contrôle et de certitude. Mais c'est absolument nécessaire pour la partie qui a besoin de grandir, d'évoluer, de devenir. Alors voilà où on en arrive finalement. Le cœur n'est pas d'accord. Il ne le sera probablement jamais complètement. Il gardera probablement toujours une certaine nostalgie pour ce qui était avant, pour ce qui aurait pu être. C'est normal, c'est humain, c'est même beau, d'une certaine façon, cette capacité à s'attacher, à se souvenir, à chérir. Mais ça ne devrait pas être une raison suffisante pour ne pas avancer, pour ne pas faire ce qu'on sait, au fond, devoir faire. On peut honorer ce qui était tout en marchant délibérément vers ce qui sera. On peut remercier sincèrement le passé pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a appris, tout ce qu'il nous a permis de devenir, tout en acceptant pleinement qu'il est maintenant temps de passer à autre chose. On peut aimer profondément ce qu'on laisse derrière, les gens, les lieux, les versions de nous-mêmes, tout en sachant avec certitude qu'on ne peut plus y rester. Que rester serait une trahison envers qui on devient. Tout ça peut coexister sans contradiction. Le cœur porte le passé avec tendresse. La tête anticipe l'avenir, avec pragmatisme. Et quelque part entre les deux, il y a cette décision qui se prend dans le présent, dans ce moment unique qui est maintenant. C'est dans ce moment présent qu'on choisit vraiment. Pas hier, pas demain, pas dans une semaine quand les conditions seront meilleures. Maintenant. Est-ce qu'on bouge ou pas? Est-ce qu'on fait ce pas ou pas? Est-ce qu'on prend ce risque ou pas? Tout le reste, sincèrement, c'est juste du bruit. Du bruit mental, émotionnel, mais du bruit quand même. La clarté qu'on cherche tant, elle viendra en marchant, pas avant. Le détachement qu'on attend, il se fera progressivement, pas d'un coup. Le nouveau deviendra familier avec suffisamment de temps et de présence. Mais absolument rien de tout ça ne peut commencer, ne peut même exister, sans ce premier mouvement, sans cette première action concrète. Alors peut-être que la vraie question, celle qu'il faut vraiment se poser en toute honnêteté, ce n'est pas « comment faire pour que mon cœur soit enfin d'accord ?» mais plutôt « suis-je prêt à avancer même s'il ne l'est pas ?» même s'il ne le sera peut-être jamais complètement. Et si la réponse à cette question est oui, si au fond de toi quelque chose dit oui malgré tout, alors il est temps. Temps de bouger. Pas demain quand tu te sentiras plus fort. Pas la semaine prochaine quand ce sera plus facile. Pas dans 1 mois quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Parce que maintenant, ce moment précis, c'est littéralement tout ce qu'on a vraiment. Le passé est déjà parti. Le futur n'existe pas encore. Il n'y a que ce moment, cet instant, cette respiration. Et la vie qu'on veut vraiment vivre, celle qui nous fait nous sentir pleinement vivants, elle commence exactement au moment où on décide de faire ce premier pas. Même si les jambes tremblent, même si le cœur proteste bruyamment, même si on ne sait pas exactement, précisément où ça va nous mener. On fait ce pas quand même. Et puis on fait le suivant.
Et puis encore le suivant. Un pied devant l'autre, encore et encore. Et puis un jour, peut-être dans plusieurs mois, peut-être dans un an, on se retourne pour regarder derrière soi. Et on voit avec stupéfaction la distance qu'on a parcourue. Et on réalise quelque chose de profond. Le cœur a fini par suivre. Pas au même rythme que la décision initiale. Pas sur le même tempo. Pas avec le même enthousiasme peut-être. Mais il a suivi quand même. Parce qu'au fond, il n'avait pas vraiment le choix. Et cette vie qu'on a créée en avançant malgré sa résistance initiale, elle est devenue la nouvelle maison. Celle où on respire mieux et plus profondément. Celle où on grandit vraiment. Celle où on est authentiquement, pleinement vivant. C'est ta décision. Personne ne peut la prendre pour toi. Mais je peux te dire ça. Chaque jour qui passe sans bouger est un jour que tu ne récupéreras jamais. C'est un jour de ta vie qui s'est consumé dans l'hésitation. Et à un moment, il faut arrêter de consommer sa vie et commencer à la vivre. Vraiment la vivre. Avec ses peurs, ses doutes, ses incertitudes. Mais la vivre quand même. Parce qu'au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Pas la sécurité, pas le confort, pas l'approbation des autres ou de ton propre cœur. Mais le fait que, quand tu seras vieux, que tu regarderas en arrière, tu pourras te dire « J'ai vécu, j'ai osé, j'ai été l'auteur de ma vie, pas juste un spectateur. » Et ça, personne ne peut te le donner. Tu dois aller le chercher toi-même, en faisant ce premier pas, même si le cœur n'est pas d'accord. Surtout si le cœur n'est pas d'accord, parce que c'est là, dans ce désaccord, que se trouve souvent la vraie vie, celle qui attend que tu oses la saisir.